Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver donc pour ce deuxième cours qui a trait à l'univers de l'éducation. La semaine dernière, on a réfléchi ensemble sur ce que voulait dire être des parents imparfaits. Et cette semaine, eh bien, je voudrais réfléchir avec vous sur ce que j'ai appelé les enfants, les parents et nos fausses croyances, en mettant le mot fausse, bien sûr, entre parenthèses. On va essayer de rentrer dans ce sujet à travers une série d'ouvertures et j'aimerais commencer tout d'abord sur un des points d'entrée de ce qui se joue chez l'enfant lorsque celui-ci arrive au monde. L'enfant arrive au monde et comme nous le savons, il a une particularité, c'est qu'il est totalement dépendant. Un enfant est totalement dépendant pendant des mois et des mois. Il ne peut être vivant que dans la mesure où d'autres êtres vivants s'occupent de lui. En l'occurrence, et c'est vrai que ici je vais mettre quelqu'un en exergue, sa mère et son père. Sa mère évidemment parce que c'est elle qui va le nourrir, c'est elle qui va s'en occuper au quotidien, elle l'a porté pendant 9 mois, il y a une relation de proximité évidemment particulière et c'est normal, évidemment. Et puis, l'enfant, eh bien, n'est pas totalement né, puisqu'il est encore lié à elle, à travers le fait qu'elle le nourrisse via son corps, même si parfois elle fera un autre type de choix. D'ailleurs, je voudrais juste faire une petite parenthèse, il est intéressant de constater que les noms que l'on donne à l'enfant dans les différents stades de son évolution révèlent aussi où il en est à l'intérieur de sa construction. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il s'appelle en hébreu Oubar. Oubar vient de la racine Over qui veut dire passage. Il est dans un univers et il va passer dans un autre univers. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il naît, et qu'il est ce que l'on appelle encore le bébé, on l'appelle Tinoch. Et il est intéressant de voir que le terme de Tinoch nous renvoie à la notion de Yonek, c'est-à-dire celui qui tète. Celui donc que sa maman allaite, que sa maman nourrit, qui est encore lié à elle. Et lorsque l'enfant, par la suite, eh bien, va être sevré, à ce moment-là, arrivera l'époque dans laquelle on appelle Yeled. Yeled qui vient de la racine Leida, qui veut dire véritable naissance. Il y aurait tout un développement à faire, ce n'est pas le sujet ce soir, sur le fait que pour la Torah, naître réellement, c'est le moment dans lequel il y a la première rupture, le moment dans lequel, eh bien, il y a une forme d'indépendance de l'enfant parce qu'il n'est plus nourri par sa mère. Néanmoins, et c'est ça un petit peu le sujet qui va nous agiter ce soir, eh bien, l'enfant, au tout début de son existence, est totalement dépendant. Sa maman est là, il y a une place prépondérante. Il est intéressant de voir comment en hébreu on appelle une mère. Une mère ne se dit pas Ima. Ima, c'est maman. La mère se dit M. D'ailleurs, de la même manière, le père ne se dit pas Abba. Abba, c'est plus papa. Le père se dit Av. Donc on a M, la mère, et Av, le père. Et j'ai entendu un enseignement il y a longtemps d'un de mes maîtres qui nous faisait remarquer la chose suivante, c'est que le mot M, qui veut dire la mère, est la racine d'un mot fondateur dans la tradition juive, puisqu'il est la racine du mot Emouna, qui veut dire confiance. Intéressant de voir que pour la Torah, on va lier le concept de la maman au concept de la confiance. Et en effet, c'est quelque chose, si on réfléchit, qui est du domaine de l'évidence. Lorsque l'enfant paraît, pour reprendre le titre d'un livre bien connu, de tous ceux qui ont eu le bonheur de recevoir des enfants chez eux à la maison, lorsque l'enfant paraît, comme on l'a vu, il est totalement dépendant de sa mère. Et donc, il y a un lien particulier qui se crée, et l'enfant a totalement confiance en elle. Pourquoi ? Sa mère ne l'a jamais lâché. Quelles que soient les heures du jour et de la nuit, parfois évidemment, il y a un transfert de responsabilité au père, mais ça c'est ce qui se joue dans l'économie du couple, mais en tout état de cause, aime la mère, eh bien, l'enfant sait qu'elle ne le lâche pas. Il a besoin d'elle à toute heure du jour et de la nuit, elle est présente, elle est là, elle va réfléchir à ce que sont ses besoins, et donc à partir de cela,
il va ressentir un sentiment de confiance profond de par l'expérience qu'il a fait lorsqu'il était tout bébé. Au passage, et on y reviendra par la suite justement dans la problématique de ce qu'on appelle les fausses croyances, une des grandes difficultés que va avoir l'enfant par la suite, c'est si en effet celle qui a inscrit chez lui le concept de la croyance va le trahir. La trahison, c'est pas nécessairement quelque chose de dramatique. La trahison, c'est un engagement que l'on ne tient pas, et surtout si on sait qu'on ne va pas le tenir. Une parole que l'on prononce pour se débarrasser de l'enfant, c'est bon, je vais le faire, alors qu'en vérité, nous savons pertinemment que nous n'allons pas le faire. Une promesse, un engagement qui n'est pas tenu, parfois il n'est pas tenu car les circonstances font que l'on ne peut pas le tenir, et l'enfant va percevoir la différence. Un enfant que l'on trahit est un enfant qui perd confiance dans le parent et dans le monde adulte, ne l'oublions pas. La confiance se reconstruit évidemment, mais ce ne sont pas des choses qui sont si simples. Ce qui est sûr, c'est que la mère a inscrit chez l'enfant le concept de la croyance, d'une croyance absolue. Regardez d'ailleurs ce spectacle absolument incroyable d'un enfant qui est là, qui peut être debout sur une table, il voit sa maman et il se jette dans ses bras. Ça veut dire qu'il ne peut même pas imaginer que les bras de sa mère ne l'attraperont pas. Pour lui, c'est du domaine de l'inimaginable. Pourquoi ? Parce que la relation de confiance a été construite depuis qu'il est nourrisson. Je répète à nouveau, la mère ne l'a pas lâché. Et évidemment, cette confiance le met dans un système de sécurité qui est fondamental pour son épanouissement. Au passage, et je pense que ce n'est pas juste au passage, puisque un enfant a quand même une mère et un père, évidemment cette notion de confiance que l'enfant a acquis dans cette relation première avec cette mère qui a toujours été présente et qui répond de manière systématique à ses besoins quand l'enfant est dépendant d'elle, eh bien, cette relation de confiance, l'enfant va pouvoir la voir aussi avec son père. Comment cela ? De manière très simple, à travers la confiance que la mère a vis-à-vis du père. L'enfant fera confiance en qui la mère fera confiance, parce qu'elle est son point de référence. Ça sera un autre sujet en tant que tel. Évidemment que pour que la mère fasse confiance, il faut que le père soit digne de cette confiance. C'est quelque chose qui se construit, quelque chose qui s'élabore, mais c'est quelque chose de fondamental. Au passage, et vous savez que j'aime beaucoup les parenthèses, lorsqu'une maman ne fait pas confiance au père, je ne parle pas de ne pas faire confiance dans l'univers des trahisons, ce genre de choses, bas de gamme, non, on ne parle pas de cela. Lorsque la mère ne fait pas confiance, mais non, il n'est pas capable de changer la couche, mais non, il ne va pas lui donner le biberon comme il faut, mais non, il ne saura pas lui donner son rot, mais non, il ne saura pas l'habiller, mais non, il va mal lui mettre ses chaussettes. Eh bien, évidemment, si maman ne fait pas confiance à cet autre adulte qui se trouve être le père, ça va être un travail beaucoup plus complexe par la suite de faire confiance et de donner de l'importance à ce père que la mère a invalidé. Et si celle en qui je fais confiance me montre qu'elle ne fait pas confiance à ce tiers, comment veux-tu que j'y arrive ? Je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais vous savez, parfois j'arrive pas à me retenir. C'est un petit peu la même problématique que les enfants qu'on amène dans une crèche. Si je ne fais pas confiance en tant que mère à la capacité qu'auront ces dames de s'occuper de mon enfant, l'enfant va le percevoir et donc est dans une situation d'anxiété, voire même d'incompréhension. Comment se fait-il que celle en qui je fais confiance me confie à des gens dont je ressens bien qu'elle ne leur fait pas confiance? Donc soit elle est folle, ou il y a un problème quelque part. Vous voyez comment les choses peuvent s'organiser. On n'est pas encore à l'univers des croyances et des fausses croyances, on va y arriver. Step by step, étape par étape, ceci est le point de départ de notre réflexion. Donc je récapitule. La mère aime Emouna. Emouna, la notion de confiance. Pourquoi ?
l'enfant ne se sent jamais trahi par sa mère parce qu'elle est présente. C'est quelque chose qu'il vit et donc qui le rassure, qui le met dans une posture sécure. La confiance que l'enfant va avoir vis-à-vis de l'autre, le premier, c'est le père, est liée à la confiance que la mère a dans le père. Et donc, attention à ces paroles ou même ces ressentis dans lesquels je n'y fais pas confiance, il ne sera pas capable. Et attention, le transgénérationnel, n'est-ce pas? Ces mamans qui ont expliqué à leurs filles, de toute façon les hommes laissent tomber, ça sert à rien, tu peux pas leur demander, ils savent pas s'occuper, c'est du n'importe quoi. Et donc la vie qui, on est dans le transgénérationnel, il faut valider le truc, il faut le valider, n'est-ce pas? Attention, non. Et c'est fondamental pour l'équilibre de l'enfant. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas faire confiance à votre conjoint parce qu'il n'est pas capable, apprenez-lui, partagez avec lui votre expérience et quelque part, faites le constat qu'il est totalement digne de cette confiance. Ce petit aparté sur l'univers des crèches, important. Comment puis-je faire confiance et me sentir bien dans un lieu dans lequel ma mère m'amène et je ressens bien qu'elle ne leur fait pas confiance et qu'il y a une forme d'anxiété chez elle. S'il y a anxiété, c'est qu'il y a manque de confiance. Donc, chez l'enfant, non seulement crie, pleure parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et en dehors de ça, au plus profond de lui-même, incompréhension de cette maman qui semble trahir puisqu'elle le donne, elle le met dans un univers alors qu'elle ne fait pas confiance à cet univers. Il y a un problème. Ça, c'est donc le point de départ. À partir de cela, premier point à travailler pour rentrer dans l'univers des croyances de l'enfant, c'est de bien percevoir que l'enfant très tôt va ressentir, va percevoir et va construire quelque chose à l'intérieur de lui-même à travers l'environnement dans lequel il se trouve. Je nous rappelle quelque chose de fondamental, que l'enfant, surtout lorsqu'il est très jeune, est un vrai buvard et il absorbe. Il absorbe et il ressent. Il a été capable d'absorber et de ressentir même lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Rappelons-nous que les maîtres du Talmud nous apprennent que on doit être extrêmement vigilant lorsqu'une maman porte un enfant, que la relation soit la plus harmonieuse possible, parce que l'enfant perçoit les émotions de la mère et celle-ci laisse une trace. Les psychanalystes vont le découvrir après, Dolto va le découvrir, Caroline Eliachev va en parler, les maîtres du Talmud en parlaient quelques bonnes années auparavant, sur ce que certains appellent aujourd'hui les traumatismes intra-utérins, mais c'est quelque chose à intégrer. Ça, c'est le point de départ. À partir de là, l'enfant va grandir. L'enfant va grandir et évidemment, il va se retrouver confronté à un monde dans lequel il va découvrir un certain nombre de choses. Avant de parler de la découverte que l'enfant va faire de cet univers et de la manière dont nous allons lui parler de cet univers dans lequel il est et lui traduire les événements auxquels il est confronté, on va se rappeler d'un principe fondateur dans la tradition juive. Il y a en effet marqué dans le verset « Betzedek tishpot amitecha », ce qui veut dire « de manière juste, tu jugeras ton prochain ». Et nos maîtres de dire, et Rachi sur place le rapporte, nos maîtres de dire « juge de manière juste ». Alors lorsqu'il s'agit évidemment d'un conflit qui est devant un tribunal, il s'agit en effet d'être le plus juste possible au niveau du juge, là-dessus il n'y a aucune ambiguïté, mais lorsqu'il s'agit de la relation à l'autre, eh bien, là, on est en train de nous dire « juge l'autre de manière positive ». Alors, ça va pas être un cours sur ça ce soir, mais ça va être un autre élément que nous devons avoir en tête. Juge l'autre de manière positive. De quoi parle-t-on? D'une situation de vie à laquelle on est confronté, sur laquelle, comme dans toute situation, nous pouvons avoir plusieurs lectures possibles. Comme dans toute situation de vie, nous pouvons avoir différentes lectures. D'ailleurs, rappelons-nous, le premier enseignement de nos sages dans le traité des maximes de nos pères, que l'on appelle Pirkei Avot, le premier enseignement de nos sages, c'est quoi? C'est Hevu metunim badin, c'est-à-dire soyez circonspects dans votre jugement.
plusieurs lectures. Et parmi ces lectures, évidemment, celle que je voudrais partager avec vous, sachez que de toute façon, dans votre vie, vous allez juger ce qui se passe face à vous. Prenez le temps et n'allez pas dans une lecture première. Imaginez qu'il peut y avoir d'autres lectures des choses. Donc, ce qui est évident, c'est que nos sages nous ont alertés très tôt sur ce principe de lecture multiple que l'on peut avoir par rapport à un événement auquel on est confronté. Ça va même plus loin. Il ne s'agit pas juste d'un événement, mais ça peut être aussi une parole, une posture, une manière d'être. À quel moment nous allons donc rentrer dans l'univers de ce que l'on appelle les fausses croyances. Des croyances en premier lieu, et puis des fausses croyances, et surtout ce que cela peut générer par la suite au niveau de l'équilibre de l'enfant. Il y a un texte de la tradition juive qui nous dit la chose suivante. On n'a pas le droit de faire peur à un enfant avec, je vais le traduire comme ça, le masque du loup. Alors vous allez dire, mais ça peut être très rigolo, ça peut être très amusant, surtout qu'après on lui dit, mais non, c'était une blague. C'est possible. Mais l'enfant ne le sait pas. Comme il ne le sait pas, il va prendre a priori les choses au premier degré. Ça veut dire que nous ne pouvons pas décider de la lecture que va avoir un enfant d'une situation, d'une posture ou d'une parole que nous avons, et nos maîtres nous rendent vigilants sur le fait que l'enfant comprend les choses au premier degré. Et c'est normal. Chez lui, la force de l'imaginaire va se développer par la suite, elle est fondamentale pour développer sa créativité, évidemment. Mais lorsqu'il voit une chose, et je vais vous rapporter un événement dont j'avais été témoin. Il y a, chez nous en vieux yiddish, on dit Yahasra, il y a longtemps, il y a très longtemps de cela. Je me suis retrouvé par hasard un jour chez un de mes maîtres, et était présent là quelqu'un, monsieur fort bien, avec son petit garçon, qui avait, allez, on va dire 5-6 ans. Et ce maître, eh bien, lorsque ce monsieur rentre, et il le connaissait, à un moment a voulu lui exprimer sa satisfaction par rapport à quelque chose, et lui a dit « Ah là là, je suis vraiment content de toi ». Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné 2-3 tapes affectueuses, comme cela. « C'est super ce que tu viens de faire, bravo ». Et vous avez cet enfant qui est là, et cet enfant s'effondre en pleurs. Évidemment, ce maître a compris, mais instantanément, ce qui s'est passé, et il a pris son élève, et il lui a dit « Oh là là, qu'est-ce que je t'aime » et il lui a embrassé, il l'a enlacé, et il lui a dit, etc. Il lui a donné même, ce qui symboliquement pour un enfant veut dire quelque chose de très important, du chocolat, et l'enfant s'est calmé. Ce maître, évidemment, a tout de suite compris que l'enfant avait fait une mauvaise lecture de ce qui s'était passé face à lui. Ce rave respectable, dont son père lui a parlé, et qui semble être quelqu'un de très important, a donné une claque à mon papa. Il lui a donné une claque. Parce que l'enfant ne sait pas ce qu'est une tape affectueuse. Et donc il a fait cette première lecture. Mais là, on a de la chance. On a de la chance. C'est que l'enfant s'effondre en pleurs. Et comme il s'effondre en pleurs, identification immédiate par ce maître extrêmement fin, qui comprend tout de suite les choses, qui réagit immédiatement. Imaginons que cet enfant ne pleure pas, qu'il voit ça, qu'il ne réagisse pas, et nous nous retrouvons un beau jour à table de Shabbat, et on parle du Rav, et l'enfant il dit « Moi je l'aime pas, il est méchant ». Scandale autour de la table, comment tu oses dire que le Rav il est méchant, au contraire il est très gentil, il est méchant, moi je sais qu'il est méchant, il n'est pas gentil. Évidemment cet enfant n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais pour lui, il y a ici ce qu'on appellerait une fausse croyance. C'est-à-dire qu'il a été face à un événement,
Et cet événement a été interprété de la manière basique dont un enfant peut interpréter un événement de ce type, car de manière générale, malheureusement, quand les enfants voient une main se lever et aller vers une joue, ce n'est pas parce qu'il y a signe d'affection. De manière générale, les enfants voient qu'on les enlace, qu'on les embrasse, qu'on leur fait un gros bisou. N'est-ce pas? Si cet enfant ne réagit pas, nous avons ici une situation qui peut l'amener par la suite à prendre de la distance par rapport à cette personne, voire même par rapport à ce qu'elle symbolise. Traduction, il représente la Torah, il représente ces valeurs suprêmes dont on me parle, et pourtant il a donné une claque à mon papa qui ne le méritait même pas. Et papa n'a rien dit, parce que peut-être papa avait très peur. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'enfant, parce que l'enfant, au fond, va avoir sa lecture. Nos maîtres, en nous disant « jugez positivement », ne nous disent pas juste « attention ». Tu dois, dans ta vie, être dans une lecture positive des événements auxquels tu es confronté. La première lecture, c'est qu'il y a plusieurs lectures. Et ça, nous devons évidemment nous en rappeler au niveau de l'enfant. Nous devons évidemment le savoir et maintenant, nous rentrons véritablement dans la problématique de l'univers des fausses croyances. Et nous allons essayer de réfléchir ensemble comment nous pouvons à un moment les percevoir, comment nous pouvons empêcher éventuellement qu'elles émergent et quels impacts elles peuvent avoir bien plus tard dans la vie de l'individu. Donc, cette notion du jugement. Cette notion du jugement qui existe. Cette notion de lecture qui évidemment est présente. Ce premier exemple qui est caractéristique et dans lequel, comme je l'ai dit, et je vous prie de m'excuser, je me répète, nous avons la chance d'avoir tout de suite identifié la lecture que l'enfant avait faite de l'événement. Et donc, de faire ce qu'on appelle une rectification. Ça ne veut pas dire pour autant que l'enfant, immédiatement, ça fait tout disparaître. Après, on va mettre en mots et on va expliquer que, en effet, certaines fois, faire ça, c'est dire « c'est super, je suis très content de toi », parce que tout simplement, certaines personnes font de cette manière. Comment faire pour que, justement, nos enfants n'aient pas de fausses croyances? La réponse, elle va être très simple, c'est impossible. C'est impossible. Nous voyons, nous-mêmes en tant qu'adultes, que lorsque nous voyons un événement, nous sommes dans une lecture de cet événement. Et parfois, nous n'arrivons pas à imaginer qu'il puisse y en avoir une autre. Comment pouvons-nous amener un enfant à ne pas fonctionner sur le même principe? Ce n'est pas possible. Alors là, on va essayer de réfléchir au fond. Quelles sont les fausses croyances qu'un enfant pourrait avoir dans une vie de famille pour pouvoir, en amont, accomplir ce que nos maîtres nous disent dans le Talmud, Makdimim, refoua la maka, ce qui veut dire on fait précéder refoua, c'est-à-dire la guérison, la maka, à la maladie. C'est-à-dire comment fait-on pour que l'enfant, lorsqu'il se confrontera à des situations, puisse ne pas arriver à une fausse croyance. Quelles sont les fausses croyances qui peuvent être les plus traumatiques chez l'enfant? Comme on l'a vu, l'enfant est face à des adultes. Nous sommes ses références, ne l'oublions jamais. Nous sommes ses références adultes en point de départ. L'enfant, pour grandir, a besoin d'être dans un univers de sécurité affective. Et attention, je ne parle plus maintenant nécessairement du petit enfant. À tous les âges, les enfants ont besoin d'être dans un état de sécurité affective et pour cela, l'élément sécure, c'est d'abord le socle de cette famille, c'est-à-dire le couple. Je vous prie de m'excuser, je suppose qu'il y a des personnes qui malheureusement ont été confrontées à des conflits, voire même à des ruptures, et évidemment, ça ne doit pas être entendu de manière culpabilisante. Il y a des réalités de vie qui ont été là et sur lesquelles on peut travailler par la suite.
Là, j'essaye de proposer ce qu'on appellerait dans le langage talmudique une lecture lechatrila, c'est-à-dire une lecture a priori. Comment a priori nous devrions essayer de faire et comment, même si nous avons dysfonctionné à un moment, eh bien, nous pouvons construire une session de septembre à l'intérieur de notre démarche éducative. L'enfant doit savoir que le couple des parents est solide. Ça veut dire que nous devons, de manière extrêmement concrète, le rassurer là-dessus et ne pas attendre qu'il soit dans l'interprétation éventuelle de certaines postures, de certains gestes, de certains mots, pour faire des déductions que il doit l'entendre. Il doit être capable d'entendre ô combien papa tient à maman, et le contraire, comment on est content d'être mariés ensemble. Il doit voir que même après un conflit, on se sourit, même si ce n'est pas nécessairement dans le quart d'heure d'après. Il doit voir qu'il y a une complicité, qu'il y a un lien. Lorsque l'enfant le voit, le vit, le ressent, la fausse lecture qu'il pourra faire des moments qui arrivent par la suite aura peu de chances d'être présente. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a un point de sécurité qui est là, que nous lui avons exprimé de manière claire. Et le reste, ce ne sont que des événements que l'on peut interpréter dans un sens, mais quelque part, comme très rapidement après, il revient à cette dimension de sécurité de par la posture que l'on a l'un vis-à-vis de l'autre, alors il ne se construit pas de fausses croyances. J'avais donné il y a des années une conférence sur nos parents divorcent. Beaucoup de personnes s'imaginaient que cette thématique touchait la problématique du divorce, problématique qui a été aussi évoquée, mais pas dans le cas de cette conférence. Nos parents divorcent, c'était au fond tout le problème de ces enfants qui n'arrivent pas à imaginer que leurs parents vont bien parce qu'ils ne leur donnent pas des signes forts de la relation qui existe entre eux et donc sur la base de ça construisent de fausses croyances qui les mettent dans des états d'insécurité. Et quand l'enfant se sent dans un état d'insécurité, évidemment, il va essayer d'appeler au secours. Et les appels au secours des enfants comme des adolescents sont multiples et variés. Et pour ça, on prendrait 2 heures pour que je vous fasse le descriptif de la totalité. Quand je dis 2 heures, évidemment, c'est une image. On ne va pas raconter de bêtises, mais le descriptif de toutes les manières. Vous savez que par exemple, lorsque des enfants sont persuadés que ça ne va pas dans le couple, parfois ils vont chercher à réunir le couple à travers le fait qu'eux font des bêtises. C'est-à-dire, je vais faire tellement de bêtises que là, papa et maman vont se retrouver ensemble contre moi. Mais au moins, ils seront ensemble. C'est une des possibilités, il y en a d'autres. Donc, premier travail à faire, ce n'est pas de leur dire « non, tu as mal compris », parce que souvent, on ne le saura pas. C'est de se dire « il y a des points dans la construction d'un enfant qui doivent être présents de manière forte. La première, c'est cette sécurité qu'il ressent à l'intérieur. Donc on va construire une vraie croyance à travers une posture volontaire dans laquelle on lui montre clairement qu'il peut compter sur nous et surtout que le couple est solide, même si de temps à autre, il passe par ces sinusoïdales d'existence. Au passage, on est en train de lui apprendre que même s'il y a des moments de haut et des bas, ça ne veut pas dire que plus rien n'existe, puisqu'il l'a vu. Donc c'est quelque chose en plus qu'il a inscrit à l'intérieur de lui, et lorsqu'il se retrouvera confronté par la suite, dans sa propre histoire de couple, à quelque chose, voilà, à son premier conflit, il ne traduira pas le conflit comme étant « ça veut dire qu'il n'y a plus rien ». Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'il a compris lorsqu'il était dans l'univers de sa famille. Ça va être donc un premier point. Il y a par la suite, évidemment, l'installation à travers le verbe de ce qui lui permettra à lui de ne pas être dans la construction d'une fausse croyance de par l'imaginaire qu'il a. Je vais vous donner un exemple tout simple. Ce n'est pas vraiment le monde des fausses croyances, mais on flirte avec. Une maman a le bonheur de porter un enfant. Elle va accoucher. Et de manière générale, une maman accouche à l'hôpital, à la clinique, c'est relativement rare. Ça peut arriver parfois d'accoucher à la maison, c'est relativement rare. Mais cet enfant voit donc que maman est partie. Les enfants voient que maman est partie.
Elle est partie, ils apprennent qu'il y a eu un bébé, ils sont super contents, etc. Maman revient au bout de quelques jours, suivant les pays, ce ne sont pas le même nombre de jours. Et là, elle arrive et c'est quoi le problème de l'enfant, de tous les enfants? C'est est-ce qu'il va me prendre ma place? Et la première place qu'il peut prendre, c'est dans le cœur de maman. Et si maman arrive en portant le bébé dans ses bras, il n'y a pas de drame si ça passait comme ça, tout ira bien, je vous rassure. Mais l'enfant se dit, eh ben tiens, maman rentre, j'ai qu'une envie, c'est de sauter dans ses bras, je ne peux pas le faire, il y a quelqu'un d'autre. Évidemment, si maman est rentrée en journée, que les enfants rentrent le soir, c'est plus simple. Ou si papa est parti chercher maman, ce qui souvent quand même se passe, j'ose espérer, papa a bébé dans les bras. Ce qui fait que maman arrive, et elle a les bras ouverts. On travaille en amont. Évidemment, si maman avait le bébé dans les bras, tout ira bien, je vous rassure. C'est-à-dire, on n'est pas ici dans « Ah là là, c'est une catastrophe ». Non, non. Mais, ce que l'enfant aurait tendance à s'imaginer, on l'aide à ne pas se l'imaginer en créant a priori une situation qui le rassure. Et ça passe à travers des mots. L'enfant a besoin d'être rassuré en permanence sur la place qu'il occupe. Il suffit qu'à un moment, dans un moment de X, Y, Z, j'ai donné plus à l'un qu'à l'autre quelque chose, immédiatement il se dit, ça veut dire que mon papa il le préfère, ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela. Parfois il le verbalise et c'est très bien. Ouais, tu le préfères, t'es pas gentil. Et là, on a des informations et on essaye de voir qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette parole. Et dans un second temps, on peut lui dire, j'entends ce que tu me dis, et regardez la réponse qu'il faut lui dire, qu'il faut lui donner. C'est la même réponse que je donnerais quand quelqu'un me dit « Ouais, en vérité, je suis sûr que si vous faites ça, c'est pour cela. » D'accord? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je ne peux pas lui dire grand-chose puisqu'il a décidé de penser à ma place. D'accord? La seule chose que je peux lui dire, c'est faux. Pourquoi? Tu n'es pas dans ma tête. Eh bien, c'est la même chose. L'enfant dit « Oui, je sais très bien qu'en vérité. » Donc l'enfant a décidé de rentrer dans ma tête, n'est-ce pas? Je peux lui dire, j'entends ce que tu dis, toujours on reçoit la parole de l'autre, mais ce que tu dis est inexact. Oui, oui, mais je te dis, qu'est-ce qui te laisse penser, qu'est-ce qui t'amène à dire une chose pareille? Oui, mais parce que, ah, tu as raison, c'est vrai, mais c'est pas parce que ça veut dire que. Et c'est là où en effet c'est très intéressant. C'est-à-dire quand on commence à amener l'enfant à découvrir que ce qu'il a vu ne veut pas dire nécessairement les conclusions qu'il a pu avoir. Et c'est vrai que c'est génial. Si il arrive une fois un événement pareil, il faut s'en saisir comme un cadeau, parce que l'enfant va nous dire « oui, ça veut dire que », et pour nous c'est une occasion en or de lui dire « sache que ce n'est pas parce que ça veut dire que », et c'est inexact. Donc, on déconstruit chez lui ce rapport de cause à effet qu'il veut faire, souvent, évidemment, comme on a tous, enfin pas tous, mais beaucoup tendance à faire, pour se voir victime, les autres, pas moi, les autres, pas moi, les autres, pas moi, les autres, pas moi. On a tous tendance à faire, certains beaucoup plus que d'autres, et évidemment, et c'est là où j'ai envie d'attirer notre attention à tous, c'est que si à un moment, on n'a pas décrypté, l'enfant n'a pas dit, voire l'enfant n'a pas manifesté, mais à l'intérieur de lui, il construit cette conviction. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque événement qu'il vivra l'amènera à renforcer ses croyances. C'est-à-dire, maman dira, qu'est-ce que vous préférez, glace à la fraise, glace au chocolat? Un dira glace au chocolat, moi je dirais glace à la fraise. Elle dira, bon alors, aujourd'hui on fait glace au chocolat. Elle aurait pu dire le contraire. Mais bon, on va dire qu'à la limite, la glace au chocolat, elle préférait la sortir aujourd'hui du stock pour une raison qui lui appartient. Je dis rien. Ouais, mais d'accord, je confirme. Hein. On préfère les autres à moi. Bon, c'est pas grave. Je prends sur moi, j'assume. Mais ça, vous allez dire, bon, ça va. Mais ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Cette personne va grandir. Et ça va avoir une incidence pendant toute sa vie. C'est que chaque fois que dans sa vie, elle verra une situation qui ira dans le sens de cette croyance qu'elle a construite lorsqu'elle était enfant, cette personne, ça renforcera sa croyance. Et évidemment, ça générera surtout chez elle une souffrance. Peut-être que ça n'aura pas d'incidence dans le monde de ses relations, je n'en sais rien. Je pense que souvent ça aura une incidence. Mais le problème, ce n'est pas l'incidence que ça va avoir, c'est sa souffrance. Imaginez une personne qui toute sa vie est persuadée
qu'au fond les autres passent avant elle. C'est dur. Mais d'où ça s'est construit? D'une situation. D'une situation dans laquelle il y a une lecture. Et cette lecture-là s'est renforcée. Nous avons chacun et chacune d'entre nous, dans notre vie, ces fausses croyances. Je ne pense pas qu'il y a une personne au monde qui n'a pas eu un moment de fausses croyances et qui les a alimentées au fur et à mesure. Persuadé que si on fait ceci, alors il va se passer cela. Persuadé que papa m'aime pas, persuadé que maman elle préfère, persuadé que les autres, persuadé que le prof, etc. Et le problème, c'est que on en fait un concept et qu'à partir de cela, on avance dans l'existence. Regardez, on l'a vu tellement dans l'univers de la religion. Combien de personnes ont pris de distance par rapport à leur tradition sur la base de fausses croyances qui parfois même ont été véhiculées par leurs propres parents, qui ont été confrontés à des situations et qui, par la suite, ont été alimentées. Regardez, mon prof à l'école n'a pas voulu m'écouter, il m'a insulté. Alors ça, c'est des réalités concrètes. Et donc sur la base de ça, on peut aller très loin. Mais là, on est face à des réalités ultra concrètes et négatives. Mais parfois, il y a d'autres situations. Et ces situations nous amènent à aller plus loin. Donc, on revient sur notre sujet. Pour pouvoir aider l'enfant à ne pas tomber dans les fausses croyances, donc comme on a vu d'abord créer des croyances positives à travers le verbe, à travers le mot, c'est-à-dire qu'il sache, qu'il l'entende et qu'on traduise les choses. Lorsqu'on a cette chance que l'enfant dise « oui, mais en vérité, je crois que », tout de suite lui dire qu'on entend, mais que ce qu'il dit est inexact, et au contraire, on lui dit ce que sont les choses en vrai, et que ceci ne veut pas dire cela. Évidemment, le troisième point, pour pouvoir aider un enfant à ne pas tomber dans l'univers des fausses croyances, c'est être capable, dans notre vécu à nous, d'installer ce concept des hypothèses multiples. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, parce que je crois que c'est fondamental. Et c'est quelque chose sur lequel il faut s'entraîner. C'est-à-dire créer d'autres hypothèses de lecture sur un événement. Alors, pour ceux qui ont l'habitude et qui se sont confrontés à l'étude talmudique, vous savez que dans le Talmud, c'est très intéressant, parce que quand on est face à une situation, il y a un maître A qui dit « non mais moi je pense que ça », et puis un maître B dit « non pas du tout, on peut comprendre les choses autrement ». Il y a un maître C qui dit « mais pas du tout, pourquoi vous avez compris comme ça alors qu'on aurait pu comprendre comme cela ?» Tac, 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 ça discute, ça porte des preuves, des contre-preuves. Conclusion, c'est le maître A qui a raison, Mazal Tov. Alors t'es très sympa. Parle-moi juste de sa conclusion. Qu'est-ce que tu as besoin de me raconter que A a pensé, B a pensé autrement, C pensait différemment, que A a expliqué pourquoi, mais B a dit mais je t'explique pourquoi moi je pensais comme ça, et C dit non mais en vérité je vais t'expliquer, pour arriver à une conclusion. Ce qui nous intéresse c'est la conclusion. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on nous rapporte tout. Mais une des choses que l'on peut apprendre, c'est que on pouvait comprendre autrement les choses. On pouvait les interpréter autrement. Et donc, à partir de cela, évidemment, on crée cette ouverture dans l'esprit. On crée cette ouverture. Vous allez voir que des gens qui ne sont pas prêts à accepter une autre lecture, qu'ils ont des choses, eh bien, c'est parce que ça les obligerait à s'extraire d'un système dans lequel ils se sont installés. Et vous ne pourrez jamais les juger, parce que souvent, c'est un monde qui s'est construit au fur et à mesure. Et au passage, il y a un texte absolument incroyable dans la Torah, un texte de la tradition juive qui nous montre jusqu'à où va le problème de ne pas envisager une autre lecture. C'est Joseph et ses frères. Quand Joseph raconte à ses frères ses fameux rêves, et que ces rêves amènent ses frères à dire « Ouh là là, Joseph nous montre qu'il veut prendre la royauté, et donc il désorganise le peuple juif totalement dans sa structure parce que ce n'est pas ce qui est prévu. Et donc ils disent à Joseph « Exit », qu'ils se rendent compte qu'en vérité un jour ils se sont prosternés devant Joseph, vice-roi d'Égypte et pas d'Israël. Ils sont bouleversés. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont construit toute une histoire sur la base d'une lecture qui était inexacte. La seconde hypothèse ne les avait pas effleurés. On peut se prosterner, mais peut-être devant quelqu'un qui n'est pas roi, pour d'autres raisons.
Et on dit que lorsque Joseph leur dit « Je suis Joseph », ils sont bouleversés. Bouleversés évidemment de la rencontre, mais bouleversés de voir que la seconde hypothèse, l'éventualité d'une autre lecture, ne les avait pas effleurés. Comme si au fond, sans rentrer dans le profil psychologique des frères de Joseph, parce que ce sont les Shifteka, les enfants de Jacob, donc ça nous dépasse radicalement. Mais l'enseignement qu'on peut prendre, je ne suis pas en train de dire qu'il fonctionnait comme ça, surtout pas. Mais quel est l'enseignement que l'on peut prendre? C'est qu'au début, ils ont compris l'amour du Père par rapport à lui comme une forme de préférence. Et donc après, ceci veut dire cela, ceci veut dire cela. Et je vous avais bien dit, quand il va leur rendre visite et que c'est là où il l'attrape, oui, regardez, celui-là, qu'est-ce qu'il est venu faire chez nous? Encore fausse croyance. Qu'on soit bien clair, les frères de Joseph, l'histoire de Joseph et ses frères, c'est bien plus élevé que cela, il y a d'autres dimensions. Je parle ici de l'enseignement que nous devons prendre de ce que ce texte nous dit. Lorsque l'enfant vit dans une atmosphère dans laquelle il voit que chez ses parents, on est prêt à créer d'autres lectures des événements. Et surtout quand ce sont, pardonnez-moi, des événements qui touchent l'enfant. C'est-à-dire quand l'enfant a fait quelque chose. Et ça commence très tôt. Ça commence très tôt. Mais je ne pense pas que tu as fait exprès. Mais je ne pense pas que tu as voulu faire une bêtise. Je suis sûr que tu n'as pas fait ça pour nous embêter. Tiens, vous aviez une lecture possible, il fait des bêtises pour nous embêter. Le fait que l'enfant voit même que les parents parlent ensemble et qu'il entend qu'un parent propose à l'autre une autre lecture, eh bien, l'éclaire. Et l'amène à voir, vous savez d'ailleurs, les petites oreilles qui traînent, hein, vous connaissez ça, hein, les petites oreilles des enfants qui traînent. Enfant, préadolescent, adolescent, post-adolescent, ça traîne. Le fait qu'il entende dans une conversation parentale, papa dire à maman, maman dire à papa, non mais tu sais, je suis peut-être pas sûr qu'il a fait ça pour ça. Peut-être qu'en vérité, d'abord, ça le rassure. Et deuxièmement, on introduit chez lui cette notion-là. On introduit chez lui cette notion-là pour éviter au maximum ces fausses croyances qu'il pourra par la suite alimenter, voire même. Et là, je rentre dans une dimension un petit peu plus psychologique. Les maîtres du Talmud l'abordent aussi, c'est très intéressant comment ils l'abordent, de construire inconsciemment des situations pour renforcer ces fausses croyances. C'est-à-dire que l'enfant dit « je sais très bien qu'en vérité pour eux je ne compte pas », et il crée une situation de crise dans le but inconscient de bien vérifier ce à quoi il croit. Et évidemment, il y a de fortes chances que l'on réagisse comme ils l'attendent et qu'ils disent « dont acte, c'est bien ce que je pensais ». Il va créer inconsciemment, et parfois on est dans l'inconscient qui flirte avec le conscient, des situations. Vous savez, c'est un petit peu comme l'ado qui a envie d'aller partir avec ses copains et faire les 400 coups, et qui crée la crise à la maison pour que papa craque et dit « mais j'en ai marre !» De toute façon, je sais très bien que mes parents m'aiment pas, je m'en vais. Bon, ça c'est le grand classique, évidemment. Même si là-dessus, au fond, il n'a pas de croyance. Mais on peut aller là-dedans pour renforcer ces fausses croyances. Voilà un petit peu quelques pistes de réflexion sur cette thématique. Comme je l'ai dit, et on va arriver aux questions évidemment dans quelques instants, comme je l'avais dit dans le cours précédent, eh bien, il est très important de, tout d'abord, ne pas se sentir d'une quelconque manière coupable si on fait le constat qu'à un moment, on s'est retrouvé dans ce modèle-là. C'est pas grave. En mitpalolim al shavar, on ne prie pas sur le passé. Et la notion de culpabilité ne fait pas avancer. Et ne soyons pas dans ce système dans lequel on va se dire « ah là là, mais j'ai tout faux, etc., etc., etc. » Ça sert à rien. Comme je vous l'ai dit, les sessions de septembre existent même beaucoup plus tard. Elles existent et il ne faut pas avoir peur de s'en saisir et d'avancer là-dedans. On peut très bien, même quand l'enfant a grandi, lui dire en tant que parent « tu sais, quand tu faisais ça, j'étais persuadé que tu faisais ça pour ça, et au fond, c'est ridicule parce que je ne crois pas que c'était pour cela. » Pour apprendre à l'enfant que même plus tard, on cherche à s'extirper, nous, parents,
des fausses croyances qu'on a pu avoir vis-à-vis de nos enfants. D'accord? C'est important pour eux de voir qu'être adulte, c'est savoir un moment repenser ce que l'on a été, vis-à-vis de l'enfant particulièrement, et voir peut-être une lecture différente des choses. Sur ça, il faut être extrêmement clair. La culpabilité à mettre de côté. Le travail, je pense qu'on a vu quelques pistes ensemble qui nous permettent de savoir comment avancer. Travailler énormément sur cette notion du immune de la confiance, c'est fondamental. Un environnement sécure, un environnement dans lequel on ne trahit pas. Et si à un moment, on n'a pas réussi à assumer ce que l'on a dit, revenir vers l'enfant et lui dire « je te l'ai dit et je n'aurais peut-être pas dû te le dire parce que je n'étais pas sûr que je pourrais, j'en suis désolé », d'accord? On ne lui demande pas de s'excuser. Et sur le reste, eh bien, savoir que nous sommes en permanence dans des zones de progression, dans des zones de construction. Essayons de réfléchir aussi aux fausses croyances que nous avons dans la relation à l'autre, dans la relation à la communauté, dans la relation à ceux qui nous sont proches, etc., etc. Essayons d'identifier par rapport à nous-mêmes si on n'est pas sans arrêt en train de renforcer des fausses croyances dans un sens comme dans un autre. Est-ce que parfois ça ne nous arrange pas? Est-ce que parfois ça ne nous intéresse pas? Tout ça, c'est ce que j'appellerais Chomer le Marshava, c'est-à-dire un matériel pour prendre le temps de réfléchir. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute et de la possibilité que vous me donnez de pouvoir partager avec vous ces quelques paroles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons maintenant conclure avec une partie qui va être réservée exclusivement aux questions. L'animateur va reprendre la main, il va vous donner le micro et vous pourrez soit poser vos questions en direct, soit les lui envoyer par écrit et je m'efforcerai autant que faire se peut d'y répondre. Et quant à nous, pour ce cours sur l'éducation, nous nous retrouverons Bezrat Hashem la semaine prochaine, même jour, même heure. Et maintenant, à vous les questions. Laïla Tov à tout le monde.